Musique martiale. Parade militaire. Au Salon international de la défense d'Istanbul, la Turquie célèbre sa nouvelle puissance. À la manœuvre depuis 23 ans, le président Recep Tayyip Erdoğan. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, l'industrie d'armement turque couvrait 20% de nos besoins. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 80%. Qui veut la paix, prépare la guerre. En mer, dans les airs, sur terre, l'arsenal turc se déploie tous azimuts. Ici, on a le missile Typhoon, et c'est un missile donc hypersonique. Le général Patrice Moyeuvre est l'ancien attaché de défense de l'ambassade de France en Turquie. Il observe depuis 20 ans l'industrie d'armement turque. Tout ça, c'est de la production locale. Ils ont appris au fur et à mesure à adopter les technologies, et maintenant, de ce côté-là, ils sont quasiment autonomes. Parmi les délégations étrangères, aux premières loges, l'Afrique. 27 pays africains sont présents, des officiels, des hauts gradés, séduits par les équipements turcs. C'est impressionnant, donc la qualité de la technologie, une technologie carrément locale, en tout cas, donc c'est vraiment impressionnant. Very, very interesting. Vraiment haut niveau. Ces dernières années, Ankara a multiplié les accords de défense avec les pays africains. Parmi eux, le Niger. La junte au pouvoir, hostile à l'Occident, a rompu sa coopération militaire avec la France pour se tourner vers de nouveaux partenaires. Nous sommes ici en Turquie parce que c'est la Turquie qui nous intéresse. La France, ça vous intéresse plus ? Oh, là, pas du tout. En seulement 10 ans, la Turquie est devenue le 4e fournisseur d'armes du continent. Si la Turquie continue sa politique, je dirais, très ambitieuse en termes d'exportation d'armement, avec des invitations de délégations africaines en Turquie pour montrer comment sont les matériels, il est fort probable qu'elle passe devant la France. Rébellion, terrorisme, en Afrique, les dépenses militaires s'envolent. Les Turcs se frottent les mains. Nos relations sont bonnes et nos échanges commerciaux sont intenses sur le continent africain. Nous allons ajouter des nouveaux clients en Afrique et avec les véhicules comme les Cobra 2. Nous serons toujours présents en Afrique. Le fleuron de l'armement turc, c'est le drone de combat. Là, on arrive justement au stand de Baykar qui est bien célèbre grâce justement au fameux drone TB2. Bayraktar TB2. Le TB2 est l'un des drones armés les plus vendus au monde. L'animatrice du défilé exalte ses exploits en Libye, en Ukraine ou encore en Arménie. À la tête de l'entreprise, une fratrie proche du pouvoir. Haluk Bayraktar et son frère cadet, Seljuk. Un proche du président lui aussi. En 2016, il a épousé sa fille, Soumaye Erdoğan. En Afrique, une quinzaine de pays ont déjà acquis les drones des frères Bayraktar. Avec l'Afrique, nous sommes des partenaires. Notre relation n'est pas seulement stratégique, elle est aussi historique. La Turquie a une relation spéciale avec les nations africaines. Patiemment, discrètement, depuis 20 ans, Erdoğan tisse sa toile en Afrique. La Turquie entretient des liens millénaires avec le continent. Elle est un partenaire naturel des Africains. Tout ce qu'ils cherchent, c'est simplement refaire vivre encore l'Empire ottoman. Le président turc joue sur tous les tableaux. Il lance ses entreprises à l'assaut des marchés africains, signe des accords de coopération, ouvre des écoles turques.
Quant à la première dame, Emine Erdogan, elle promeut activement l'artisanat africain. À travers ses nombreux voyages en Afrique, elle a pu voir que les femmes artisanes étaient vraiment ingénieuses. C'est une grande dame, sincèrement. Pour asseoir son influence, Erdogan joue aussi la carte de l'islam. Ils font de la philosophie, l'éducation religieuse. Ils logent ici, ils mangent ici, ils dorment ici, ils sont soignés ici. Et tout ça, c'est à la charge de l'ONG turque. Dans l'ombre, des sociétés militaires privées avancent leurs pions. Nous trouvons cela très déplaisant d'être comparé à Wagner. Ce n'est pas agréable. S'il te plaît, 110. S'il te plaît. Aujourd'hui en Afrique, la Turquie est partout, à l'image de Turkish Airlines, la première compagnie étrangère du continent. Dakar, capitale du Sénégal. L'ancienne colonie française est aujourd'hui la place forte de la Turquie en Afrique de l'Ouest. Une centaine d'entreprises turques y opèrent. Biga Home est la première à nous ouvrir ses portes. Mansour a étudié en Turquie avant de devenir l'assistant du directeur. C'est lui le chef de production. C'est lui qui va nous accompagner pour la visite. D'accord. Biga Home produit 200 000 matelas, fauteuils ou canapés par an. C'est la plus grande usine de meubles du Sénégal. Si les matières premières viennent de Turquie, l'essentiel de la main-d'œuvre est local. Actuellement, on est à 71 personnels au total. Parmi ces 71-là, seulement les 11 sont des Turcs et le reste sont des Sénégalais. Ce qui vraiment montre le savoir-faire turc et l'expertise sénégalaise qui sont vraiment combinés d'une manière parfaite actuellement. Le groupe turc a investi 12 millions d'euros dans le projet, présenté comme le symbole du partenariat turco-sénégalais. C'est vraiment une fierté de travailler avec les Sénégalais. L'usine a été inaugurée le 12 septembre 2023 par le président de l'époque, Macky Sall, en présence de l'ambassadrice turque, Nur Sagman. Peu d'officiels turcs ont répondu à nos demandes de tournage. Nur Sagman est la seule ambassadrice à avoir accepté de nous accorder une interview. Voilà 2 ans qu'elle est en poste à Dakar. Dans son bureau, le laïc Atatürk, père de la Turquie moderne, côtoie l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan. En 2021, on a fait le 3e sommet avec l'Union africaine. Donc j'ai travaillé directement. C'était un grand succès. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, Erdogan multiplie les sommets. Nous portons les relations entre la Turquie et l'Afrique à un niveau inégalé. Il soigne ses relations personnelles avec les leaders africains et s'érige en défenseur des pays du Sud. En accord avec notre principe, le monde est plus grand que 5, j'ai exprimé mon soutien en faveur d'une meilleure représentativité de nos frères africains au sein du Conseil de sécurité. Erdogan enchaîne les tournées officielles. En 20 ans de règne, il a ouvert une trentaine de nouvelles ambassades en Afrique. Avant le Sénégal, Nur Sagman était en poste en Guinée et au Gabon. Mama Africa, en Turquie on m'appelle Mama Africa. Pour dire combien j'aime l'Afrique. Très prudente, la diplomate pèse chaque mot et nous vante l'idylle africano-turque. Oui, nous avons un partenariat qui est basé sur le respect mutuel, on le dit souvent,
sur le principe de gagnant-gagnant, d'égal à égal. C'est des notions qui sont très importantes pour nous. La priorité reste les affaires. Dans certains secteurs, comme le BTP, les Turcs sont désormais incontournables. Vous avez pu voir l'aéroport, le stade Abdoulaye Wade, la CICAD, plusieurs grands bâtiments qui ont été réalisés par des compagnies turques. Je crois que ce qu'on nous dit, c'est qu'on est rapide dans le travail, on respecte les délais, la qualité du travail est très bonne. Une qualité turque signée Souma et Limak. Des sociétés proches du président Erdogan et de son parti, l'AKP. L'historien Samin Akgöngül est spécialiste de l'Empire ottoman et de la Turquie contemporaine. Les entreprises dont vous mentionnez, les Limak, les autres entreprises de construction, de BTP, ont pu naître et ont pu se développer dans le cadre d'une relation de confiance entre le pouvoir et le marché public. Le pouvoir de l'AKP et ses entreprises qui étaient à l'intérieur de la Turquie a été utilisé à l'extérieur de la Turquie également. Dans les Balkans, en Asie centrale et maintenant en Afrique. À Dakar, un homme incarne l'offensive commerciale des Turcs en Afrique. L'avocat d'affaires Ahmed Oguzhan Balji. Sur sa page LinkedIn, il loue l'activisme diplomatique d'Erdogan. Ses clients, des entreprises turques souhaitant s'implanter sur le continent et des Africains en affaires avec la Turquie. So you said that there's no way she can get back the money from the tenant. So what do we do now? You do as I told you, take them out, that's all. Okay, no problem. Ils ont également gagné un peu le marché ici au Sénégal, hein, les Turcs. On va voir. Les Chinois et Américains, ils sont très forts ici. Ce jour-là, Dakar accueille une grande foire commerciale. Salam alaikum. Bonjour, ça va? Plusieurs sociétés turques y participent. Au centre des expositions, construit par une entreprise turque, le ministre sénégalais du Commerce inaugure le salon. L'ambassadrice est au rendez-vous. Depuis peu, le Sénégal mise sur les capitaux et le savoir-faire turc pour développer la production nationale. Alors Dakar déroule le tapis rouge au Made in Turkey. You are most welcome. You are most welcome. What Senegal is going to be now just the door of Africa now. Le salon est un succès. Je regarde notre travail. Il y en a beaucoup de personnes maintenant. Mohamed, l'associé turc d'Ahmed, est spécialement venu d'Istanbul. L'économie turque est en crise. Plus que jamais, les exportateurs comptent sur le marché africain. L'Afrique est très importante pour nous, c'est pourquoi nous travaillons et construisons l'avenir avec les pays africains. En 2024, les échanges entre la Turquie et le Sénégal ont atteint 350 millions d'euros, 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Certains Sénégalais se sont spécialisés dans l'importation de produits turcs. Ce jour-là, une cargaison arrive d'Istanbul. Babacar Gueye est l'un des plus gros fournisseurs de Dakar. Dans les cartons, il y a des bouchons, du textile, comme des draps, comme des draps de lit, une petite quantité d'alimentation. Au total, il y en a pour 15 000 euros. L'entreprise tourne à plein régime. Chaque mois, Babacar importe l'équivalent de 3 conteneurs d'articles en tout genre. À peine déchargé, une nouvelle commande est déjà en préparation à Istanbul. Babacar est en ligne avec Erdal, son associé turc. Ils travaillent ensemble depuis 7 ans. Bu çok önemli tabii ki. Yani iş demek hani birbirine güven anlamında soruyor. Babakar nasıl çalışıyor? Kardeş demek güven demek. Yani
Anlatabiliyor muyum? Evet. Erdal habite à Istanbul, la capitale économique de la Turquie. Chaque jour ou presque, les deux hommes échangent au téléphone. La marchandise est stockée dans l'atelier d'Erdal avant d'être expédiée à Dakar par conteneur ou avion cargo. Quelques 200 000 Africains vivent à Istanbul, attirés par les facilités de visa et la promesse d'une vie meilleure. Ils œuvrent dans le commerce, la construction ou la restauration. Ces rues, Babacar les connaît bien. Il y a fait ses premières armes comme vendeur à la sauvette. C'est en Turquie que j'ai appris à faire du commerce. C'est dans la rue que j'ai appris à parler le turc et aussi à connaître comment compter l'argent. Pour l'heure, ce commerce en plein essor profite surtout à la Turquie. Les deux pays ne jouent pas à armes égales, alerte cet économiste. Alors, cette relation, elle est déficitaire pour le Sénégal parce qu'aujourd'hui, en matière d'exportation et d'importation, le Sénégal importe plus de la Turquie. Les entreprises turques ont une certaine technologie, ont une certaine technicité qu'ils peuvent vendre à nos pays, alors que le Sénégal n'exporte pas beaucoup vers la Turquie. Même dans l'énergie, la Turquie gagne du terrain. Bonjour encore et bienvenue sur la plateforme. Car Powership est une centrale à gaz flottante de fabrication turque. Vous voyez là en temps réel, on est en train d'injecter 212 MW sur le réseau en ce moment. Avec ses bateaux-usines, l'entreprise turque fournit jusqu'à 30% des besoins électriques du pays. À 4000 km de là, à Paris, le Conseil français des investisseurs en Afrique tient son forum annuel. Les groupes français restent bien présents sur le continent. Mais ses patrons le reconnaissent, la concurrence est féroce. Allez en Afrique, investissez, pas demain parce que vous aurez perdu votre tour. Aujourd'hui, on constate qu'il y a pas mal de Turcs qui arrivent en Afrique. C'est un peu déplorable parce que nous, nos entreprises françaises, elles savent se développer et peut-être qu'elles ont perdu un peu des parts de marché face à ces autres entreprises qui sont très agressives. Ils ont la réputation de faire aussi vite mais de faire mieux que les Chinois et ils emmènent effectivement aussi le soutien de la République turque. Il faut aussi qu'on fasse notre mea culpa dans des pays où on avait l'impression qu'on était les rois et tout nous était dû parce qu'on était là et par notre passé colonial, post-colonial, ça devait être comme ça. Eh ben oui. Si les autres sont meilleurs, eh ben les autres sont meilleurs, passent devant, donc c'est comme ça. En Afrique, ce passé colonial de l'Occident, Erdogan l'exploite à l'envi. Sa cible favorite, la France. Ce qu'a fait la France en Algérie, ce qu'a fait la France au Rwanda, ce qu'a fait la France au Mali, restera consigné dans les archives de la mémoire mondiale. Un discours abondamment relayé par les médias publics turcs. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel. Oh no, he didn't. French President Emmanuel Macron thinks Africa has a civilizational problem. Okay, but maybe Africa's real problem is France. Africa's a French problem. L'information ne s'arrête jamais. Depuis peu, les médias TRT et Anadolu Agency ont lancé des sites francophones destinés notamment à l'Afrique. Le rôle de la France y est systématiquement critiqué. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je peux vous assurer qu'il n'est pas question d'attiser les sentiments anticoloniaux, etc. Nous n'avons pas besoin de ça. La Turquie aussi a son passé colonial. L'Empire ottoman occupa une partie de l'Afrique jusqu'au début du XXe siècle. Mais les autorités s'emploient à réécrire l'histoire. À Istanbul, nous avons rencontré l'un des hommes qui forge ce récit, Ahmet Kavas, un ancien professeur de théologie islamique. Il fut ambassadeur de Turquie au Tchad et au Sénégal. C'est l'une des éminences grises d'Erdogan sur l'Afrique. Ce jour-là, il reçoit des étudiants africains pour un cours d'histoire à la gloire du passé ottoman. Nous avons une histoire commune. Avec l'Empire ottoman, c'est 4 siècles. Pourquoi les Ottomans étaient en Afrique? Est-ce que c'était pour coloniser l'Afrique? À une colonisation française prédatrice, Ahmet Kavas oppose une approche turque fraternelle. L'Empire ottoman, sa présence n'était jamais coloniser ces territoires. Ça veut dire que ni récupérer des terres fertiles en Afrique, c'est pour le bienfait du peuple autochtone. Ahmet Kavas a commencé sa carrière de diplomate au Tchad. En 2013, sur son compte Facebook, le voilà qui se recueille sur des ruines, vestiges de la présence ottomane dans ce pays du Sahel. Ahmet Kavas a une vision idéalisée de l'Empire ottoman, ce qui est assez étonnant dans la mesure où une partie de l'Afrique également a été colonie de l'Empire ottoman. Les esclaves étaient ramassés en Afrique, ont été stérilisés, devenus eunuques, vendus au palais ottoman. Donc il existait en réalité un colonialisme qui n'était pas très éloigné du colonialisme occidental. En Afrique, la carte maîtresse de la Turquie reste l'islam. Sur tout le continent, des organisations religieuses mènent des actions humanitaires, distribution de dons, construction de puits et de mosquées. Elles sont un relais essentiel de l'influence religieuse portée par l'AKP, le parti d'Erdogan. Depuis les années 2010, l'AKP a commencé à créer ses propres ONG. On les appelle des GONGO, les organisations non gouvernementales orientées par le gouvernement. L'une des plus influentes de ces GONGO, c'est la Fondation pour les droits de l'homme et l'aide humanitaire, l'IHH. En Afrique, elle est très active dans les pays fâchés avec l'Occident, comme au Sahel. L'IHH est controversée. Elle a été accusée de liens avec des groupes terroristes comme Al-Qaïda, l'État islamique ou le Hamas. En 2014, l'organisation est soupçonnée d'avoir convoyé des armes à des rebelles islamistes syriens, ce qu'elle réfute. À Istanbul, le responsable Afrique de l'IHH a accepté de nous recevoir. L'homme est embarrassé. À ses côtés, le directeur de la communication lui vient en aide. Notre fondation n'a aucun lien direct ou indirect de ce type. Dis plutôt qu'on travaille dans des zones de conflit partout dans le monde et qu'on est donc constamment confronté à ce genre d'accusations. Lorsque vous travaillez dans une zone de guerre, vous devez d'une manière ou d'une autre entrer en relation avec les forces locales. Vous êtes obligé d'établir un contact avec elles pour pouvoir fournir l'aide humanitaire. Je dois ajouter quelque chose d'autre ? Pour étendre son influence, la Turquie mise aussi sur l'enseignement de sa langue. Un millier de jeunes Sénégalais sont scolarisés dans une école turque, comme Cher, 10 ans. J'aime turc
parce que c'est une langue incroyable. J'aimerais bien apprendre là-bas et continuer mes études là-bas. Cher étudie à l'école Marif, un établissement rattaché au ministère turc de l'Éducation. À la télévision, ce sont les séries turques, très populaires en Afrique, qu'il préfère. Son père a choisi l'école turque car les conditions y seraient meilleures que dans le système public sénégalais. Il y a de bons professeurs, ils sont sérieux. Les enfants aussi peuvent s'épanouir tranquilles. C'est important. Et puis, ils ont de l'avenir aussi. Demain, ils peuvent aller à l'international à travers cette école-là. L'établissement lui coûte 100 € par mois et par enfant, 2 fois moins que l'école française, mais une lourde charge pour un foyer sénégalais. Ce jour-là, à l'école Marif, c'est la remise des diplômes pour les plus grands. Certains iront étudier en Turquie grâce aux bourses accordées par Ankara. Aujourd'hui, plus de 60 000 Africains sont inscrits dans une université turque. Ça me donne envie d'être à leur place. J'aimerais bien avoir une bourse et aller là-bas. Madame l'ambassadrice est spécialement venue de Dakar pour l'événement. C'est le symbole vivant des liens profonds et sincères qui unissent le Sénégal et la Turquie. Soyez fiers d'être africains, soyez fiers d'être turcs. Les écoles turques sont présentes dans la plupart des pays africains. Les premières ont été créées dans les années 90 par les adeptes d'un puissant prédicateur islamiste, Fethullah Gülen. Leur mission, former des élites pieuses via un vaste réseau d'écoles et d'entreprises très présentes en Afrique. Fethullah Gülen est décédé en 2024. Ses fidèles, eux, vivent traqués. Kerem a dirigé des écoles Gülen dans divers pays d'Afrique de l'Ouest pendant 16 ans. Fethullah Gülen, pour nous, c'est un imam qui guide ses sympathisants, son entourage, pour le bonheur de deux côtés, le bonheur du monde actuel que nous vivons, également au-delà. Pour sa sécurité, Kerem restera anonyme. Il est l'un de ceux qui ont ouvert la voie de la Turquie en Afrique. Bon, ce sont des souvenirs lorsqu'on était tous ensemble. Chacun de nous, maintenant, on se trouve dans un autre pays. Au début, les relations entre Gülen et Erdogan sont cordiales. Mais pour le président, Gülen reste un encombrant rival. En 2016, Erdogan fait l'objet d'une tentative de coup d'État. Il accuse Gülen, qui devient l'homme à abattre. La chasse aux gülenistes est lancée. Plus de 100 000 fonctionnaires sont purgés, des milliers jetés en prison. Menée par les services secrets turcs, la traque devient mondiale. Nous irons où qu'ils aillent, ils fuiront et nous les poursuivrons. Plus de 100 membres de l'organisation terroriste de Fethullah Gülen qui avaient fui en Europe, en Afrique et en Asie ont été arrêtés et ramenés en Turquie. Parmi eux, Selahattin Gülen, le neveu de Fethullah Gülen, kidnappé au Kenya. L'Afrique est un terrain de chasse. J'ai des connaissances également, des amis avec qui j'ai travaillé, qui ont été enlevés au Gabon et également au Kenya. Arrivés en Turquie, ils sont gardés dans un, disons, camp près de Ankara, la capitale, torturés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Certains, ils sont toujours en prison, dans les prisons turques actuellement. Kerem jure que les gülenistes n'ont aucun lien avec le putsch. Mais pour Erdogan, les réseaux Gülen doivent être démantelés. En Afrique, il exerce une pression maximale sur les gouvernements. Nous avons discuté des façons de nous débarrasser de l'organisation terroriste de Fethullah Gülen. Erdogan exige la fermeture des écoles Gülen et leur reprise en main par des écoles Marif gérées par Ankara.
Au Sénégal, malgré la mobilisation des familles, en octobre 2017, les écoles Gülen sont fermées par le gouvernement. On s'est sacrifié pour que nos enfants viennent dans cette école-là. Parce que cette école-là a fait ses preuves. Les anciens cadres sénégalais des écoles sont écartés. 8 ans plus tard, le sujet reste sensible. Mamadou Ndioy et David Nyang faisaient partie de la direction des écoles. Rendez-vous dans un lieu discret, à l'abri des regards. Quand le ministre nous a convoqués dans son bureau, le ministre de l'Éducation, pour nous signifier la fermeture, mais ça a été vraiment un coup de massue pour nous. Moi, en tant qu'ancien élève qui a été en Turquie, qui a aussi fait l'université en Turquie, donc quand je suis accusé des terroristes, donc ça fait un peu rire. L'État n'avait pas d'argument en fait pour fermer ces écoles. Il y avait une pression du gouvernement turc sur le gouvernement sénégalais. Au Sénégal, ils ont échangé nos établissements avec les accords de Souma et l'IMAC Construction. 2 mois après la fermeture des écoles Gülen, ces sociétés turques de BTP achèvent en un temps record le chantier de l'aéroport à des conditions très avantageuses pour le Sénégal. Beaucoup y ont vu une manière pour Ankara de remercier les autorités sénégalaises. Les grands projets turcs se multiplient avec la bénédiction d'Erdogan. Souma et l'IMAC n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. En Guinée voisine, Erdogan aurait obtenu la fermeture des écoles Gülen contre de l'aide au développement. L'ambassadrice de Turquie est alors Nur Sagman, aujourd'hui en poste à Dakar. Erdogan, il avait besoin pour les pays francophones une personnalité forte comme Nur Sagman. Elle a commencé pour saisir notre établissement en Guinée-Conakry en échange de 50 bus. Ces bus de transport public arrivent à Conakry au moment même où l'école Marif remplace l'école Gülen. Nur Sagman n'a pas souhaité commenter ces informations. Pour se faire entendre, Ankara s'est doté d'un argument de choc. Le drone. Au salon militaire d'Istanbul, les derniers modèles sont à l'honneur. En Afrique, les ventes explosent. Première raison du succès, l'efficacité opérationnelle. Deuxième, et non des moindres, le prix. Un drone comme le TB2 est 6 fois moins cher qu'un Reaper américain. Pour un pays africain, c'est quand même un argument d'achat. Aujourd'hui, le drone est au cœur de la politique africaine d'Ankara. La diplomatie du drone et l'utilisation de la possibilité de la vente du drone en échange d'autres intérêts, les intérêts politiques, les intérêts économiques ou les intérêts peut-être plus identitaires, la fermeture des écoles gulenistes ou autres. En Afrique de l'Est, l'Éthiopie a longtemps rechigné à fermer les écoles Gülen. Mais le régime est englué dans une guerre sanglante contre les rebelles du Tigré. Plus que jamais, il a besoin de drones. La Turquie ne voulait pas vendre les drones. La Turquie refusait catégoriquement pour l'Éthiopie. La seule condition qu'il insistait, qu'il mettait en cause, fermer les écoles, acheter les drones comme tous les autres pays africains qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés. En août 2021, l'Éthiopie finit par céder. Les écoles Gülen sont fermées et transférées aux écoles Marif. Une semaine plus tard, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est reçu à Ankara en grande pompe. Je tiens à remercier une nouvelle fois le Premier ministre
pour son soutien dans notre lutte contre cette organisation terroriste. Les deux pays en profitent pour signer un accord de coopération militaire, avec à la clé la vente d'armements turcs. 4 mois plus tard, des images satellites révèlent la présence de drones TB2 en Éthiopie. À la télévision, l'armée le reconnaît. Les drones turcs ont joué un rôle décisif dans le conflit au Tigré. Au prix de nombreuses vies civiles. Comme à Dédébit en janvier 2022. Une frappe contre un camp de déplacés fait 57 morts et des dizaines de blessés. Voilà des années que Chris Cole étudie l'impact des drones sur les civils. Selon lui, l'Éthiopie est en première ligne. Il semble qu'en Éthiopie en particulier, on tire d'abord et on ne se donne même pas la peine de poser des questions. Dans ce rapport, pendant 3 ans, Chris Cole a recensé les victimes civiles en Afrique et documenté près d'1 millier de cas. D'après ses calculs, derrière la plupart de ces frappes, les drones des frères Bayraktar. Nous avons estimé à 815 le nombre de victimes civiles résultant notamment de l'utilisation du drone Bayraktar TB2 dans le cadre de conflits armés. Il y a donc un problème et ils doivent en assumer la responsabilité. Pour l'heure, en Éthiopie, le patron des drones Baykar est vu comme un héros. En décembre 2023, il reçoit la médaille d'honneur du pays. Nous avons rencontré Alouk Bayraktar au Salon du Bourget. D'après lui, toutes les frappes sont enregistrées et analysées. Les drones seraient même mieux surveillés que les armes conventionnelles. En Afrique, ils serviraient d'abord à protéger les populations. Dans les pays africains, ces drones sont surtout déployés contre les groupes terroristes. Sans eux, les États risqueraient d'être encore plus divisés et beaucoup de civils pourraient mourir. Mais notre technologie aide à sauver des vies et à préserver la paix. Je vous avais dit de ne pas poser de questions politiques. Ah, les Français. Autre débouché pour les drones turcs, le Mali. Un pays rongé par la violence, en proie aux groupes djihadistes et séparatistes. Bamako, la capitale, est tenue d'une main de fer par la junte du putschiste Assimi Goïta. En 2022, le pays a chassé les troupes françaises pour accueillir les mercenaires russes de Wagner, puis d'Afrika Korps. Nous avons une junte qui a fait 2 coups d'État, qui a violé la Constitution par 2 fois et qui a décidé de faire en sorte que personne ne prenne la parole, que les voix dissonantes soient envoyées en prison. Ismaël Sako a fui le Mali. Ancien conseiller politique du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, il est aujourd'hui réfugié en France. Ismaël nous révèle l'existence d'un contrat signé en 2024 entre les services de renseignement maliens et la société turque Baykar. Son objet, l'achat de 27 drones pour un montant de 210 millions de dollars. Ismaël dit avoir obtenu ce document grâce à des contacts au sein de la junte. Jour après jour, la télévision d'État loue l'efficacité des drones turcs contre les groupes armés. Une frappe chirurgicale envoie directement les ennemis de l'autre côté. Les victimes civiles, elles, sont passées sous silence. C'est normal qu'on équipe l'armée, mais quand tu achètes ce type d'équipement assez dangereux, tu ne l'achètes pas pour l'utiliser contre ta population. Et c'est ça qui est le crime de la junte. Des sociétés militaires privées turques opèrent discrètement au Mali, au nez et à la barbe des mercenaires russes.
Fin 2024, l'une d'elles, Kanik Academy, a publié cette vidéo sur Internet avant de la retirer. Une autre société serait active au Mali. Une organisation sulfureuse, d'inspiration islamiste. Sadat. Certains l'appellent le Wagner turc. À Istanbul, nous avons rencontré son président, Melih Tanriverdi, le fils du fondateur de Sadat, Adnan Tanriverdi. Cet ancien général avait été écarté en 1996 pour extrémisme religieux. Il reprend du galon sous Erdogan, qui le nomme conseiller spécial pour les questions de sécurité. Sur son site internet, Sadat affiche clairement son projet. Former une alliance militaire regroupant 60 pays islamiques, dont 28 en Afrique. Les pays islamiques ne sont pas des pays agressifs. Nous pensons que les pays exploités par l'Occident doivent agir ensemble, car ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront se libérer de cette domination. Melih Tanriverdi présente Sadat comme une simple société de conseil et de formation militaire. Il nie recruter des mercenaires et se défend d'être le Wagner turc. Sadat Defense. Les entreprises comme Wagner n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. Elles sèment le chaos et cherchent à tirer profit des crises. Notre objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais de contribuer à la paix. Melih Tanriverdi refuse de dire où ses hommes sont déployés en Afrique. Il assure ne pas être présent au Sahel. Mais d'après notre source, Sadat assurerait depuis 1 an la sécurité du chef de la junte malienne, Assimi Goïta. Sadat, c'est à peu près 200 personnes aguerries, formées, qui assurent essentiellement la sécurité de Goïta. Et parmi elles, il y a effectivement des instructeurs qui viennent pour accompagner à un certain nombre de formations d'une partie de l'armée. Mais Sadat ne se mêle pas à Wagner, Sadat ne fait pas du terrain, Sadat ne fait pas de l'opérationnel. Sadat, c'est uniquement la protection rapprochée. Pour l'heure, il n'existe aucune preuve connue de leur présence au Mali. Ils n'ont pas fait de vagues pour l'instant, donc c'est pourquoi on ne parle pas beaucoup d'eux. Les Turcs aussi sont discrets, ils savent faire des affaires, ils ne sont pas dans le matu-vu, ils ne s'exhibent pas, ils n'ont pas fait comme Wagner et Afrika Korps. La Turquie a attiré des milliers d'Africains venus tenter leur chance à Istanbul. Mais depuis peu, les autorités ont durci leur politique migratoire. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est la fin du rêve turc. Boubacar Diallo vit en Turquie depuis 9 ans. Il y a fait ses études et travaille comme commercial dans une multinationale. Sur son temps libre, Boubacar aide les membres de la communauté dans leurs démarches administratives. Ça va bien. La plupart d'entre eux travaillent dans le commerce avec le Sénégal. Tous vivent avec la peur de perdre leur carte de séjour. Est-ce que inquiet nga pour sama kay def na ay 1 mois et quelques mais xawma tamit ndax dinañ ma may après wala duñ ma may dem c'est pas xawma. Récemment, on voit beaucoup de gens qui ont fait des années ici, à qui leurs titres de séjour ont été annulés. Tous les jours, Boubacar est contacté par des Sénégalais inquiets. C'est un groupe de 914 membres à l'heure où je vous parle. Et chaque jour, on ajoute des gens qui sont dans cette situation. Des vidéos d'arrestations musclées circulent sur les réseaux.
Mais rares ceux qui osent s'exprimer à visage découvert, par peur de représailles. Adama travaille en Turquie depuis 14 ans. Pour la première fois, son permis de séjour n'a pas été renouvelé. Il est sans papier et vient juste de sortir de centre de rétention. Il ne faut pas sortir, je vais nulle part. Parce que j'ai déjà fait 2 mois en prison, je sais à quoi ça fait. J'ai souffert là-bas. Ce jour-là, il aide un ami exportateur. Sa situation reste précaire. Adama est amer. Vu la situation que les Turcs sont en train de vivre chez nous au Sénégal, ils sont bien au Sénégal, bien installés. Et ils sont allés même jusqu'à se payer des maisons, payer de belles voitures en train de rouler au Sénégal comme ils veulent à n'importe quelle heure. Ils sont libres comme le vent, contrairement à nous. Comme beaucoup d'Africains d'Istanbul privés de titre de séjour, Adama, à contre-cœur, songe à rentrer au pays.